Salut tout le monde, on part sur la petite vidéo de Neuropatho. Ça va être un format un peu spécial, différent des autres que j'ai fait avant, parce que j'ai pas eu le temps, ou alors j'étais peut-être pas assez organisé. Et du coup j'ai fait ce gros poster là pour la médecine interne. Et donc on va parcourir ça, plus ou moins le même pour la neuropédia qui est plus petit. Et la neurochir, j'ai rien fait parce que je trouve qu'il nous met déjà bien avec tout ce qu'il a mis en place et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc, on va commencer avec les AVC. Les AVC, ici, j'ai essayé de retenir, donc par exemple pour les AVC hémorragiques, qui représentent 20% de tous les AVC, les différents types d'AVC hémorragiques possibles, avec les étiologies traumatiques pour les deux premiers, rupture d'anévrisme pour le sous-arachnoïdien. Et puis l'intraparenchymateux, on a lobaire et profond. Retenir que si le patient a moins de 50 ans, ça va être lié plutôt aux malformations artério-veineuses. Et s'il a plus, ce sera plus une angiopathie amyloïde si c'est lobaire et une hypertension artérielle si c'est profond. Et les tumeurs peuvent aussi causer ces deux types d'hémorragie. Ensuite, pour ce qui est des accidents ischémiques, je retiens ce petit schéma-là qui est anodin mais qui pour moi est assez utile parce que ça montre que les symptômes vont être présents que si on a une pénombre ischémique ou un infarctus. Si on a une oligémie, il n'y aura pas de symptômes. Donc oligémie, c'est quand on est au-dessus des 40% du débit. Pour les étiologies des AIC, donc on a l'ASCOD, l'acronyme qui représente l'athérosclérose, les pathologies des petites artères, les causes cardiaques, les autres causes et les dissections, et vous avez là les causes classées par fréquence d'incidence, donc souvent c'est inconnu, et puis ensuite on a l'athérosclérose. Et les dissections, il faut les retenir parce que c'est la première cause étiologique chez les jeunes, avec un syndrome algique, donc une douleur plus une céphalée, machin. Et en fait, la dissection, elle va causer l'ischémie soit par embole, donc on va mettre des antiagrégants, soit hémodynamiquement, c'est-à-dire que la lumière, comme on l'a vu, elle peut être en flamme de bougie, et donc trop petite pour laisser passer assez de sang, et donc ça va faire des AVC des derniers prés, et on doit traiter ça par angioplastie. Même chose, j'aime bien les acronymes, donc les AIT, on peut retenir ABCDD ou ABCD2, donc pour l'âge, la pression artérielle, la clinique du patient, la durée et le diabète. Si c'est supérieur à 4, on va l'hospitaliser, notamment pour essayer d'évaluer s'il n'a pas des étiologies traitables qu'on a citées juste avant. Et si son IRM est positive, il a 8 fois plus de chances de récidiver. Pour éventuellement un QCM, si on a un syndrome optico-pyramidal croisé, c'est que c'est la carotide qui merde, et donc il faut aller checker à ce niveau-là. Pour la prise en charge, donc il faut essayer à tout prix de le mettre dans une unité neurovasculaire, mais ensuite une fois qu'il a fait son AVC ischémique, on va soit opter pour la thrombolyse intraveineuse ou la thrombectomie mécanique. Ceux qui sont un peu dyslexiques comme moi, la TIV, si vous n'arrivez pas à retenir que c'est 4h30, le IV ça forme un 4 en chiffres romains, et donc 4h30, et on a jusqu'à 9h. Si on a un mismatch, donc une discordance entre l'IRM de diffusion et l'IRM flair, ou le scan de perfusion par exemple, où le volume d'hypoperfusion est supérieur au volume nécrosé, et ça reprend un peu le micro-schéma que j'avais fait là. Donc à 1h, on a un truc punctiforme de volume nécrosé, et on a un volume hypoperfusé qui est plus large, donc au niveau de la pénombre. Donc si on le prend en charge maintenant, on va avoir que cette petite pointe de volume nécrosé. Par contre ici à 24 heures, il n'y a plus rien à récupérer. Et donc c'est à ça que servent les délais. Pour ce qui est de la thrombectomie mécanique, donc c'est plus ou moins pareil, c'est 6h, 24 heures avec le mismatch cette fois-ci, clinique imagerie et volume hypoperfusé, volume nécrosé. Donc voilà, et pareil pour éventuellement un petit QCM, le FAST, donc Face, Arm, Speech et Time, c'est présent dans 90%, chez 90% des patients, donc pas tous, c'est pas exclusif, mais donc voilà, ça peut être un mot sur lequel ils jouent en QCM. Maintenant, pour ce qui est des céphalées, donc retenir évidemment les drapeaux rouges qui peuvent évoquer une pathologie sous-jacente plus importante que simplement une céphalée de tension ou une migraine. Et ensuite, pour ce qui est des migraines, justement, donc on a l'évolution chronologique qui est décrite ici avec les syndromes prémonitoires un jour avant, une aura éventuellement d'une dizaine de minutes avec principalement des scotomes, une diplopie, des vertiges par exemple. Puis on a la migraine en tant que telle,
avec ses caractéristiques hémicrâniennes, pulsatiles, et qui doit durer au moins 3 heures. Si c'est pas le cas, c'est pas une migraine. Et on a éventuellement aussi des post-dromes. Et là où ils ont insisté en QCM, c'est sur les traitements. Et donc les traitements de crise, donc ça va être sensible au paracétamol et à l'ibuprofène. On a aussi les triptans si jamais l'hypertension est bien contrôlée, sinon on ne peut pas mettre des triptans. Donc classiquement c'est le sumatriptan, et le naratriptan c'est si la crise est cataméniale, donc c'est chez les femmes. Si c'est en fin de cycle, ça correspond toujours à la fin du cycle, alors ce sera plus du naratriptan qu'on va mettre en place. On a aussi des anticorps CGRP. Pour les traitements type paracétamol, ibuprofène, il faut essayer de faire le plus tôt possible. Donc dès qu'on a des signes prémonitoires ou l'aura, dès que le patient détecte qu'il va avoir sa migraine, on instaure le traitement adapté et à dose maximale directe. Ensuite, pour le traitement préventif, moi je retiens 2A, 2B, c'est-à-dire que les 2A, donc on a le A de antiépileptique avec les 4 qu'on a ici, et puis l'anticorps anti-CGRP, qui est un peu plus niche comme traitement, on va dire. Et 2B, c'est pour les bêta-bloquants, et la riboflavine, en fait, ça correspond à la vitamine B2. Donc voilà. Et puis après, on a les autres céphalées. Ils parlent pas mal de l'artérite gigantocellulaire, donc retenir ses caractéristiques. Et puis ensuite, ils parlent aussi souvent du traitement de l'algie vasculaire de la face, qui est de l'oxygène à haut débit et du sumatriptan et éventuellement de la lidocaïne nasale. Donc voilà, on passe aux démences. Donc évidemment, le tableau ici, il est relativement complexe mais intéressant à retenir de par les protéines qui s'accumulent. Donc ça c'est le point commun à toutes les démences, des protéines mal conformées qui s'accumulent dans le système nerveux. Et ensuite retenir, donc en rouge c'est les topathies et en bleu les synucléopathies. Et après essayer plus ou moins de retenir les différentes caractéristiques des différentes pathologies. Et donc l'Alzheimer, ce que je trouvais intéressant de retenir, c'était le graphique de l'évolution. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, où au début on a des dépôts de protéines asymptomatiques, donc d'abord le 1, c'est-à-dire les bêta-amyloïdes, et puis ensuite le 2, la protéine tau, qui son niveau reflète en fait l'impact cognitif, contrairement à la bêta-amyloïde. Et puis ensuite on a le subjective cognitive impairment, donc là c'est juste le patient qui va dire docteur, j'arrive plus à me souvenir, quand je vais dans une pièce ça me fait de plus en plus, je sais pas pourquoi je suis arrivé. Et puis après ça va être subjectif et objectif par le clinicien, mais qui n'a pas d'impact socio-professionnel. Et ensuite on a la pathologie vraie. Donc voilà, c'est un chapitre assez technique, donc j'ai pas beaucoup de moyens mémotechniques pour vous aider éventuellement. Donc voilà, mais déjà retenir les protéines, c'est dans pas mal de QCM finalement, et ça peut vous aider. Donc voilà. Donc pour la maladie de Parkinson et les mouvements anormaux maintenant. La maladie de Parkinson, j'ai pas grand chose à dire, à part que le traitement de première ligne, donc c'est une association de L-Dopa et d'inhibiteurs de dopamine décarboxylase, donc c'est le Prolopa. Il y a des effets secondaires type nausée, somnolence, hypotension, et ça c'était dans un des QCM aussi, l'hypotension. Ils mettaient souvent l'inverse, que ça peut donner des hypertensions, et donc c'est pas vrai. Il faut nécessairement fractionner comme il faut le traitement et le réviser fréquemment, puisqu'on pourrait avoir des effets lune de miel. Donc c'est le fait que la fenêtre thérapeutique diminue avec le temps et dépasser justement cette fenêtre thérapeutique avec le phénomène du wearing off. C'est pas des trucs méga importants à retenir je pense, mais le traitement du Parkinson c'est important. Et ensuite, les mouvements anormaux, donc ça pareil, il y a plein de trucs, c'était un chapitre assez complexe, mais j'essaie de retenir quelques caractéristiques pour chaque mouvement, aussi la fréquence d'apparition, la fréquence de consultation pour les mouvements anormaux, en un parkinsonisme et en 2 dystonies. Donc les chorés par exemple, il n'y a pas de pattern, c'est impersistant, donc c'est des mouvements un peu anarchiques on va dire, avec une hypotonie et des parakinésies. Et c'est à dissocier du balisme par exemple qui débute à la racine du membre et qui est un mouvement ample.
Donc c'est des caractéristiques qu'il faut avoir en tête. Le tic, c'est plus simple à retenir. Donc c'est des patterns moteurs ou vocaux qui sont prémonitoires et qui peuvent être plus ou moins contrôlés pendant quelques minutes. S'ils sont présents avant 18 ans, c'est que c'est sûrement une maladie de Gilles de la Tourette. Et après, on a tous les petits mouvements anormaux, mais ça, pour moi, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Par exemple, des stéréotypies, j'ai retenu que c'était... Elle avait donné l'exemple en cours de la tête d'une poule ou des pigeons et tout ça. Donc voilà, pour moi ces chapitres-là, il faut essayer de vraiment retenir quelques mots importants, mais pas tout retenir absolument, sinon on s'y perd. Pour ce qui est des infections, donc ici on a les méningites, qui est un chapitre important, enfin une partie importante du cours à retenir. Donc on n'a pas de signes focaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une hémiplégie par exemple, ou un signe vraiment d'une région particulière du cerveau. On peut avoir à l'anamnèse toutes ces choses-là. Et puis ensuite ça représente un trépied, donc le syndrome méningé, je ne sais pas ce que j'ai mis là, c'est céphalée, vomissement et raideur de nuque. Et le syndrome méningé, ça c'est typiquement, je pense, il va nous faire potentiellement le tableau clinique d'un syndrome méningé et décrivez votre prise en charge et vos diagnostics différentiels. En fait c'est syndrome méningé aux urgences, on peut avoir 3 hypothèses: méningite, hémorragie méningée ou méningisme. Donc ça peut être par exemple un truc plus bénin, style abcès dentaire. Et en fait, dans l'ordre, on va commencer pas par l'APL, mais plutôt par l'imagerie pour exclure en fait, l'hémorragie méningée et l'hypertension intracrânienne qui pourraient nous permettre de faire la ponction lombaire. Donc si on a une hémorragie méningée, à l'imagerie, on a notre diagnostic. Si on ne l'a pas, on fait la ponction lombaire, évidemment s'il n'y a pas d'hypertension intracrânienne. Et alors là, si elle est positive, ce sera une méningite. Si ça ne l'est pas, ce sera un méningisme. Et donc la ponction lombaire, je pense qu'il faut retenir un peu ce diagramme-là. Donc si la cytorachie est supérieure à 10 000 cellules par microlitre, en fonction de l'aspect, on va avoir, si c'est majoritairement des neutrophiles, une méningite à bactérienne ou virale récente. Si c'est plus des lymphocytes mais que les protéines sont basses, ce sera plus viral ou inflammatoire non infectieux type paranéoplasique ou LED. Et puis si c'est une protéinorachie plus hypoglycorachie, alors dans l'ordre de fréquence, on va dire, ce sera soit tuberculose, soit listeria, ou alors des bactéries, enfin une méningite bactérienne sous antibiotiques. Ça, c'est les différents germes en urgence. Et puis ensuite, on a la prise en charge, pareil, ils insistent pas mal là-dessus. Donc empiriquement, on va mettre de l'ampicilline, et du ceftriaxone. Et si c'est dans le cadre d'une prévention où le patient est à risque de méningite, par exemple un trauma crânien qui fait communiquer l'extérieur avec les méninges, on va mettre de la ciprofloxacine. Donc voilà. Ensuite, on a les encéphalites. Donc là, ça peut être par exemple une méningoencéphalite, ça peut être plus ou moins un syndrome méningé, mais avec des signes focaux cette fois-ci. Et voilà, signes focaux, coma, épilepsie éventuelle. Et donc en tête de proue, on a l'encéphalite herpétique qu'il faut retenir absolument, comme vous l'aurez compris. Et donc si on ne la traite pas, c'est 70% de mortalité. Et il faut retenir les différents symptômes. C'était une question ouverte d'apparition les plus fréquents. Donc c'est souvent température, céphalée, troubles phasiques ou du comportement, de mémoire, épilepsie, ainsi de suite. Et le traitement, c'est acyclovir, parce que dans les QCM, ils mettent souvent des traitements pour l'encéphalite herpétique qui ne sont pas l'acyclovir, donc c'est souvent faux. Ensuite, on a la neurotuberculose, la neuroborréliose, qui est associée à la maladie de Lyme, donc une piqûre de tique, avec les 3 stades différents. Pareil, on parle souvent de est-ce qu'on peut avoir ceci dans la neuroborréliose, donc retenir qu'on peut avoir évidemment la méningite, une radiculopathie, atteinte des nerfs faciaux, articulaires, cutanés. On parlait de myosite aussi, ils mettaient que c'était vrai, mais il faut que je revoie dans le cours si c'est le cas ou pas. Et donc là, ce sera amoxicilline ou doxycycline. Il parlait de vibramycine aussi en cours. Et de la ceftriaxone si on a des stades 2 ou 3. Ensuite, on a les autres, donc le zona et HIV, Guillain-Barré. Mais Guillain-Barré, on va le voir ensuite. Maintenant, on va parler de la sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie démyélinisante qui évolue soit par poussée-rémission quand c'est dans sa phase inflammatoire. Donc, c'est plutôt au début qu'on aura ce style de progression, d'évolution.
on aura une augmentation des lésions à l'IRM, et puis ensuite on aura la phase chronique, dégénérative, on aura cette fois-ci une diminution du volume cérébral. Donc voilà, on a les facteurs de risque, la vitamine D, donc si c'est un des patients qui sont africains, qui ont la peau noire, qui viennent migrer en Europe, ils sont plus sujets à développer une sclérose en plaques, puisqu'ils sont plus protégés aux UV, mais du coup ils produisent moins de vitamine D. Et donc c'est lié à des cellules B et T autoréactives qui vont infiltrer le système nerveux central et stimuler la microglie, les astrocytes et les macrophages. À retenir, du coup, les QCM ils portaient pas mal aussi sur les traitements. Et donc, pendant la crise, c'est corticoïdes, hygiénodiététique, vitamine D, et ainsi de suite. Et du coup, ils parlaient souvent des traitements de première ligne. Donc, interféron bêta, ils mettaient aussi des trucs de TNF-alpha ou interféron gamma. Donc, bien faire attention à interféron bêta, qui peut donner des syndromes pseudo-grippaux. Et puis, les deux autres aussi qu'on peut avoir en première ligne. Et tout ce qui est hors de ces trois-là, ce sera soit de la deuxième ligne, soit que c'est pas dans le traitement, et donc s'il parle de première ligne, ce sera faux. Donc voilà, on peut passer aux neuropathies cette fois-ci. Neuropathie, ça peut être assez complexe dans les classifications parce qu'ils savaient pas trop comment les mettre dans l'ordre en cours et tout ça. Donc les neuronopathies, on peut retenir que moi je retiens surtout les ganglionopathies à ce niveau-là, donc qui sont sensitives et qui peuvent être retrouvées dans une maladie de Sjögren, une intoxication à la pyridoxine, par exemple dans le B-Fact Forte, une chimiothérapie particulièrement cisplatine, une infection type zona ou paranéoplasique type Denny-Brown, syndrome de Denny-Brown. Et puis ensuite on a les axonopathies qui peuvent être métaboliques, et les radiculopathies. Pour moi c'est vraiment cette partie-là qu'il faut essayer de retenir à fond, qui sont importantes. Et avant de commencer, le truc qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le diabète peut causer n'importe quelle forme de neuropathie. Les trois quarts, c'est des polyneuropathies, mais donc s'il y a diabète dans la question et qu'après ça propose que des neuropathies, n'importe quel style, tout est vrai si c'est lié au diabète. Donc voilà. Donc les mononeuropathies, ça va suivre les dermatomes ou les myotomes, avec des réflexes ostéotendineux éventuellement qui seront abolis. Si par exemple c'est C5, ça va être le réflexe bicipital, et ça peut être retrouvé par exemple dans des infections au virus du zona. Et les multineuropathies, cette fois-ci, ça va souvent être un tableau douloureux dans les formes axonales, et ça va suspecter soit un diabète, soit une vascularite, et c'est asymétrique. On a plusieurs mononeuropathies asymétriques en gros, et du coup ça donne une multineuropathie, différent de la polyneuropathie qui cette fois-ci elle est plus diffuse, avec des formes qui seront axonales ou démyélinisantes. Et donc après ils séparaient en fonction de si c'est aigu, subaigu ou chronique, quel type de pathologies peuvent être associées à ça. Et le truc à retenir, pareil que l'encéphalite herpétique, c'est le syndrome de Guillain-Barré. Et donc ici, il faut retenir qu'il y a deux formes possibles. Soit la forme la plus classique, c'est la démyélinisante, ou on a aussi la forme axonale, qui est liée à un anticorps Campylobacter jejuni ou GM1, donc il faut doser éventuellement lors d'une biologie. Et ensuite, on peut avoir un contexte d'infection respiratoire digestive, de chirurgie, de vaccination ou de pathologie dys immunitaire. Et pour les caractéristiques de la pathologie, donc c'est paralysie progressive ascendante distoproximale symétrique, qui va donner une tétraplégie flasque à terme, qui peut donner une tétraplégie flasque à terme, et qui donne aussi des symptômes sensitifs et végétatifs. L'évolution, elle est d'abord en aigu, donc croissante des symptômes, puis après phase plateau, et puis descente lente, et le retour est souvent complet, mais pas toujours. Voilà. Le traitement, donc c'est les IVIG, comme il dit, donc c'est des immunoglobulines intraveineuses, et puis la plasmaphérèse si jamais. Et il parle aussi pas mal de fois de CIDP, donc c'est une maladie démyélinisante aussi segmentaire, qui évolue par poussée-rémission ou en marche d'escalier, et donc c'est pour ça qu'il faut surveiller les premiers Guillain-Barré, parce que ça peut être juste le début d'une pathologie type CIDP. Donc voilà. Pour ce qui est ensuite des tuyaux de la matière, donc on a la myasthénie grave, donc pareil, savoir la caractériser.
le fait qu'elle soit fluctuante, une parésie qui augmente avec la fatigue. On n'a pas d'atteinte au niveau des pupilles. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, qu'on a une atteinte majoritairement de la face, du cou, donc de la déglutition, de la dysarthrie, qui peut donner une voix nasonnée aux patients. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est à quoi c'est dû. Donc c'est une pathologie auto-immunitaire, souvent associée à des pathologies auto-immunitaires, comme des pathologies thymiques, et ça peut être des anticorps contre les récepteurs nicotiniques à acétylcholine, les récepteurs, les protéines musc, ou LRP4. Et si les deux sont négatives, on parle de myasthénie séronégative, qui je crois est de moins bon pronostic que des myasthénies séropositives. Cliniquement, on peut faire un test au froid ou à la prostigmine qui va diminuer le ptosis du patient, qui va permettre de faire le diagnostic différentiel avec un syndrome de Miller-Fisher qu'on n'a pas encore vu, dont j'ai pas parlé, mais c'est en gros la forme bulbaire du syndrome de Guillain-Barré. Et on aura un décrément à l'EMG qui va être très différent du syndrome de Lamberton, puisque syndrome de Lamberton, on aura un incrément, et aussi c'est une forme présynaptique, le syndrome de Lamberton, dans le sens où la myasthénie grave, c'est une atteinte post-synaptique. Donc c'est deux choses qui permettent de dissocier ces deux diagnostics-là. Et dans la myasthénie grave, il faut faire attention de ne pas prescrire notamment ces 4 médicaments-là, donc ABC2, c'est-à-dire antibiotiques, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques et curares. Il y en a qui sont plus simples à comprendre que d'autres, mais curare, comme le gars il a du mal à bouger ses muscles, si on lui met ça, ça va être encore pire. Et après, donc pour les pathologies musculaires, ici j'ai pas envie d'aborder trop le sujet parce que c'est un plus petit chapitre qui sera, je pense et j'espère, pas en question verte. Donc on va passer aux épilepsies. Les épilepsies, c'est un chapitre que j'ai trouvé assez cool. Donc savoir dissocier une crise d'épilepsie d'une maladie épileptique, d'une épilepsie du coup. Donc la crise, c'est une présence transitoire de signes ou symptômes liés à une activité neurologique anormale ou anormalement synchronisée. Et l'épilepsie, c'est si 2 crises sont non provoquées et surviennent à plus de 24 heures d'intervalle, ou une crise avec un risque de récidive de plus de 60% ou égal à 60%. Et ce risque-là, on le calcule avec une imagerie et un EEG. Donc, savoir les deux diagnostics différentiels principaux que sont les syncopes et les crises psychogènes, où il n'y a pas d'atteinte neurologique vraie. Ensuite, on a les différents types de crises, donc tonico-clonique généralisée, ça c'est les plus importantes entre guillemets. Ensuite, on a les absences qu'on voit en neuropédia aussi. Donc on a une rupture de contact, un regard fixe, ça dure vraiment très peu de temps. Et s'il n'y a pas de traitement, ça peut aller jusqu'à 100 fois par jour. Ensuite, dans les crises focales, donc les crises typiques focales, c'est les mésio-temporales, je vais y arriver. On peut avoir une présentation avec une aura dans 90% des cas, une crise focale avec rupture de contact dans 70% des cas, et puis ça peut devenir une crise généralisée secondaire, et on peut avoir aussi des syndromes post-critiques sévères et prolongés. Pour ce qui est des crises symptomatiques aiguës, donc là c'est juste une crise en one shot qui est liée à une atteinte du système nerveux central aigu. Et donc si on traite la cause, on n'aura généralement pas de récidive. Donc c'est souvent lié à un sevrage, que ce soit alcool ou benzodiazépine par exemple, ou une intoxication, une pathologie métabolique ou des médicaments qui peuvent déclencher la crise. L'état de mal, il va dépendre en fonction de la crise. Donc si c'est tonico-clonique, ce sera supérieur à 5 minutes. Si c'est focal avec rupture de contact, supérieur à 10 et absence supérieure à 15. Et ensuite, savoir que les comorbidités psychologiques ou psychiatriques représentent 50% et sont associées à des risques d'épilepsie sévère avec des effets secondaires des traitements plus importants, une moins bonne réponse au traitement et des troubles cognitifs qui sont plus fréquents aussi. Et pour ce qui est justement des traitements des crises, donc en fonction de la crise, on aura des traitements différents. Si c'est une généralisée tonico-clonique, pour les hommes, ce sera plutôt de la dépakine et puis en seconde ligne, képralamotrigine. Pour les femmes, ce sera plutôt de la lamotrigine. Il faut faire attention parce que si la femme prend la pilule, ça va diminuer la concentration sanguine de lamotrigine.
Et la dépakine, on évite chez la femme déjà parce que on évite en général parce que c'est beaucoup d'effets secondaires, mais c'est aussi parce qu'il y a un effet tératogène important. Donc pour rappel, les effets indésirables de la dépakine, on a la prise de poids, l'hépatotoxicité et notamment l'effet tératogène. C'est les 3 principaux que j'ai retenus en tout cas. Pour les crises focales, donc comme on a dit, les typiques c'est mésio-temporal, et donc il y a un M comme dans l'amotrigine et pas dans les autres antiépileptiques. Donc c'est de la lamotrigine pour les deux sexes avec toujours un traitement de seconde ligne si nécessaire. Et pour les absences, ce sera plutôt de l'étosuximide, mais ça je pense pas qu'on sera interrogé là-dessus, qui est prescrit. On continue avec, pas forcément le chapitre de la conscience, on aurait pu le reprendre dans les démences, mais c'était de savoir différencier en fait le syndrome confusionnel de la démence, avec un début aigu, une vigilance qui est altérée et des fluctuations majorées, et ensuite la présence de délire, d'hallucination et d'agitation dans le syndrome confus, alors que dans la démence, on a un départ chronique, insidieux, une vigilance qui est longtemps gardée intacte, on n'a pas spécialement de fluctuations, et puis après on peut rajouter tout un tas de symptômes qu'on peut retrouver dans des démences et qu'on ne retrouvera pas dans la confusion. Mais c'est vraiment, le premier truc, c'est vraiment aigu et chronique, quoi. Donc voilà, on peut passer à un petit coup de Neuropédia pour finir. Donc ici, on va voir ce qui est associé aux épilepsies chez les enfants. Donc comme vous l'aurez compris, le syndrome de West, ça représente une bonne partie de la matière. Enfin, ça représente un tuyau, pardon. Et donc c'est des enfants qui sont pour 50% du temps des enfants qui n'ont pas de pathologie particulière, mais ils peuvent avoir une trisomie, une encéphalopathie ou une sclérose tubéreuse de Bourneville par exemple, dans les 50% des cas où les enfants sont pathologiques. Savoir caractériser la crise et le traitement aussi, et puis dans les 4 premiers en gros sujets qui sont abordés, les EEG sont intéressants, et puis dans le reste ça sert plus à rien entre guillemets, ou alors ils sont normaux. Donc ici pour le syndrome de West on a une hypsarythmie, pour le syndrome de Lennox c'est des pointes d'onde lentes généralisées je crois, pour les absences ce sera des pointes d'onde de 3 Hz sensibles à l'hyperventilation, et pour les épilepsies myocloniques juvéniles, ce sera des bouffées de polypointe. Tout le reste, ce sera normal ou alors inintéressant de le faire, comme dans la convulsion hyperthermique par exemple. Ensuite, donc les traitements, comme vous voyez, c'est souvent quand même, il y a de la dépakine qui traîne, donc dans le doute, si ça parle d'épilepsie chez l'enfant, vous pouvez dire de la dépakine et dire les effets secondaires qu'on a cités juste avant. Il y aura toujours des points pour ça. Et ensuite, pour une présentation type épilepsie, toujours le diagnostic différentiel d'une hypoglycémie, d'une hypocalcémie ou d'une infection. Et aussi, on a les autres sources métaboliques, que ce soit une sensibilité à la pyridoxine ou au pyridoxal phosphate, ou un syndrome de ou D-Vivo, qui est une mutation du transporteur GLUT1, permet de faire passer le glucose dans le système nerveux central, et donc on aura une hypoglycorachie. Donc voilà, on peut passer aux événements paroxystiques. Donc, comme je disais, la convulsion hyperthermique, pas besoin de CG non plus. C'est 6-6, donc comme 6-6-6 dans l'enfer il fait chaud, donc c'est convulsion hyperthermique de 6 mois à 6 ans. Les enfants sont normaux. C'est une crise tonico-clonique généralisée d'emblée. Et c'est dans les premiers jours d'une infection bénigne type sinusite ou bronchiolite par exemple. Il faut l'explorer à tout prix s'il y a les caractéristiques suivantes que sont une crise supérieure à 15 minutes qui est latéralisée, ou un examen neurologique anormal, ou alors si l'enfant a moins d'1 an, parce que si l'enfant a moins d'1 an ça pourrait être un syndrome de Dravet. Donc à plus ou moins 6 mois l'enfant a 1 an, c'est-à-dire que c'est soit de 6 mois à 18 mois. Et c'est un état de mal qui est aussi sensible à la température et qui est lié à une mutation du canal sodique et qui se traite par CBD. Il y a aussi la méningite et l'abcès qui est un diagnostic différentiel. Ensuite, les 4 prochains, ils vont un peu par paire. Donc le syndrome de Sandifer qui se manifeste par un opisthotonos et éventuellement un torticolis, où le patient reste conscient, qui est un épisode assez bref. C'est lié au reflux, donc c'est un des trucs majeurs qui permet de faire le diagnostic différentiel, et ça peut éventuellement être confondu avec un torticolis paroxystique bénin. C'est plus ou moins les mêmes catégories d'enfants,
sauf que là, il n'y a aucun autre symptôme et c'est un petit peu plus long. Donc voilà, et au-delà des diagnostics différentiels, on peut parler aussi des tumeurs de la fosse postérieure. Même chose pour les deux suivants. On va avoir l'Opsoclonus myoclonus et le Spasmus nutans, qui sont les deux noms latins chiants à retenir, et donc du coup on peut confondre un peu les deux. L'Opsoclonus myoclonus, c'est ce qui est malin et associé à un neuroblastome, donc un syndrome paranéoplasique, et donc c'est des mouvements anarchiques des yeux et des myoclonies, un trouble du comportement et du sommeil, et on va doser les catécholamines et le PET scan pour vérifier s'il n'y a pas un neuroblastome. Et on fera ça aussi éventuellement dans un spasmus nutans où on a un nystagmus et des secousses de tête et un torticolis qui pourraient faire penser à un Opsoclonus myoclonus. Mais c'est plus fin et c'est surtout systématisé, c'est pas anarchique, ça va pas dans tous les sens, c'est tout le temps le même mouvement. Mais pour se rassurer, on peut doser les catécholamines et faire un PET. Et ensuite les autres, on n'a pas grand chose. Moi ce que j'aimais bien dans ce cours, c'est qu'il imageait beaucoup, et donc j'ai souvenir de la vidéo par exemple de la dyskinésie kinésigénique. On voit une dame sur une chaise qui se lève et qui commence à avoir une ataxie avant de redevenir normale, et donc c'est stimulé au mouvement et aux émotions fortes, typiquement un enfant du fond de la classe qui doit aller au tableau, et ça répond très bien à des petites doses de carbamazépine. Ensuite, les pathologies neuromusculaires, donc c'est un des chapitres tuyaux du prof, parce qu'il traite pas mal les SMA et les maladies de Duchenne. Donc pour ce qui est des SMA, c'est un trépied, on a une hypotonie axiale majoritairement proximale et dominante au membre inférieur, avec une aréflexie surtout chez les types 1 et 2, et une fasciculation linguale qui est le signe pathognomonique de la maladie, même s'il peut y avoir une maladie rare qui peut être associée à ça, mais on va dire dans 95% des cas c'est une SMA, voire même plus. Et on a 3 types d'SMA, et donc plus on va vers le type 4, et meilleur sera le pronostic, on va dire. Et en fait, plus il y aura de copies du gène SMN2, ce qui en fait une cible de traitement avec thérapie génique. On va essayer d'exprimer un maximum de copies du gène SMN2 pour que l'enfant aille mieux. Il en a parlé beaucoup, mais du type de mutation, que c'est une délétion homozygote de l'exon 7 à 95%, mais les tests de dépistage prennent pas en compte les 5% qui restent, donc c'est pas forcément sûr et certain que c'est pas une SMA. Si le tableau est vraiment parlant mais que le résultat n'y est pas, c'est peut-être ça. Et donc vérifier cette alternative-là. Le syndrome de Guillain-Barré, donc on en a parlé en neuro, avec le diagnostic différentiel du syndrome de Miller-Fisher, qui est le diagnostic différentiel principal, qui est une forme bulbaire avec ataxie, aréflexie, ophtalmoplégie, et le traitement est identique que le Guillain-Barré, donc type IVIG et plasmaphéreuse. Ensuite, donc, dans son cours, c'est toute une histoire de diagnostic différentiel, vous l'aurez compris. Le Charcot-Marie-Tooth, par exemple, on a un déficit qui est distal, et donc ça le dissocie, le différencie de la SMA, qui est un déficit proximal. Les myasthénies, pareil, on en a parlé en neuro. Ici, on a donc les auto-immunes qu'on voit en neuro, qui sont majoritaires chez les ethnies africaines, et qui correspondent à des réactions auto-immunes avec la production d'anticorps contre les récepteurs acétylcholine, anti-muscle, et c'est un début assez brutal. Ne pas faire de thymectomie si c'est anticorps anti-muscle, parce que ça sert à rien. Et si c'est génétique, donc c'est souvent d'apparition avant l'âge de 2 ans, c'est souvent lié à des mutations d'acétylcholine transférase ou estérase, et ça se traite par prostigmine ou pyridostigmine. Mais par contre, si c'est une forme post-synaptique, ça peut tuer le patient, donc faut faire gaffe avec ça, quoi. Donc on revient sur le caractère fluctuant de la maladie qui est plus présente le soir. Il peut y avoir une ophtalmoplégie, un ptosis, et le test du glaçon toujours pour dissocier avec le syndrome de Miller-Fisher. La dystrophie musculaire de Duchenne, du coup, ne jamais mettre myopathie musculaire de Duchenne, bien insister sur le fait que c'est une dystrophie. Il insiste pas mal et il y tient beaucoup vu que c'est son cheval de bataille. Elle est liée à l'X, elle est récessive, et donc il y a plus d'hommes que de femmes en patient, enfin de garçons que de filles vu que c'est des enfants. Et donc il peut y avoir une atteinte multisystémique vu que c'est l'atteinte de la dystrophine qui est un amortisseur des cellules musculaires mais qu'on retrouve au niveau du cœur mais aussi au niveau du système nerveux central, ce qui fait qu'on aura des atteintes à ce niveau-là.
Ça démarre souvent avant l'âge de 5 ans. Ils acquièrent souvent pas la marche. Ils perdent la marche avant l'âge de 15 ans et décèdent souvent avant l'âge de 30 ans. Mais ça se modifie avec les nouvelles techniques de thérapie. La sémiologie, donc c'est un déficit proximal qui est marqué plus au niveau des membres inférieurs, donc là c'est identique à la SMA, mais par contre c'est une pseudo-hypertrophie qui va se marquer surtout au niveau des mollets, et là ça diffère de la SMA. En plus on n'a pas la fasciculation linguale, mais on a surtout une pseudo-hypertrophie. Donc c'est assez différent. Le signe de Gowert ou manœuvre de Gowert, c'est quand il passe de la position allongée par exemple ou assise pour se relever. Il va mettre ses mains sur ses jambes pour se relever petit à petit comme s'il escaladait ses cuisses. C'est typique des maladies de Duchenne. Et donc ça va être un traitement multisystémique, palliatif, avec le fauteuil, les déformations orthopédiques, une alimentation adaptée, des troubles respiratoires. On va mettre des IEC en prévention des cardiopathies. On va toujours vacciner les patients pour éviter justement une infection qui va aggraver les symptômes. Et le traitement principal, c'est le déflazacort. C'est un stéroïde glucocorticoïde qui va essayer de maximiser la qualité de vie du patient. Ensuite le Steinert, donc c'est des patients qui sont souvent un peu plus âgés et donc on a éventuellement des troubles de l'attention et dans le Duchenne et dans le Steinert, donc ça peut être des diagnostics différentiels. Souvent les deux sont dans les diagnostics différentiels, par exemple de pathologie style trouble de l'attention ou autre. Donc voilà. On passe aux maladies dégénératives et métaboliques, donc les encéphalopathies qui peuvent avoir provoquer des syndromes de West secondaires. Si on a des convulsions, comme je disais, il faut toujours exclure l'hypoglycémie, l'hypocalcémie et l'infection. Ça peut être un AVC et aussi les causes métaboliques, donc déficit en pyridoxine, pyridoxal phosphate ou syndrome de Vivo. Si c'est normal et qu'on a des troubles digestifs par la suite, c'est sans doute un déficit du cycle de l'urée avec une anamnèse où la maman nous rapporte qu'elle a des céphalées après un repas riche en protéines. Et si c'est anormal direct, alors on a des problèmes au niveau des peroxysomes ou mitochondriaux. Pour les leucodystrophies maintenant, donc elles peuvent être hypomyélinisantes ou démyélinisantes. J'aimais bien l'image d'une voiture qui dès le début marchait pas et avait tout le temps des couilles, ou alors qui marche très bien et puis a un crash d'un coup. Une autre maladie hypomyélinisante on l'a vu un tout petit peu plus que le syndrome de Little, c'est la maladie de Crabbe. Mais des maladies démyélinisantes, ça peut être le Guillain-Barré ou la sclérose en plaques par exemple. Dans les leucodystrophies, du coup, on a la leucodystrophie métachromatique qui est traitable, liée à un déficit enzymatique et qui se caractérise par une atteinte centrale et périphérique et qui va donner du coup une spasticité avec une aréflexie. La spasticité avec une aréflexie, c'est 2 symptômes qui peuvent être retrouvés dans plein de pathologies, et il aimait bien ça. En cours, il a incité pas mal là-dessus. Donc ça peut être, si c'est un nourrisson, une maladie de Crabbe, qui est juste ici, donc on va avoir une sulfatidurie, et une hyperprotéinorachie. Et si c'est un nourrisson, on peut aussi avoir une leucodystrophie métachromatique. Si c'est un jeune enfant, ce sera plutôt l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, et si c'est un adolescent, ce sera plus la maladie de Friedreich ou la paralysie spastique héréditaire, mais ça on l'a pas vu des masses. L'adrénoleucodystrophie liée à l'X, du coup, ça peut être associé à une pathologie des surrénales dans la première décade de vie, donc c'est pour ça que c'est plus tard que la leucodystrophie métachromatique. Il peut y avoir une spasticité et une ataxie, du coup. C'est lié à l'accumulation d'acides gras à très longue chaîne. On peut faire une greffe comme traitement, mais la fenêtre thérapeutique est assez étroite. La maladie de Friedreich, je sais pas comment on dit, ça va surtout se manifester chez les adolescents, comme on a dit juste avant, et c'est majoritairement l'ataxie qui va dominer le tableau. Il peut y avoir du coup des stépages, ça peut être fatigable, et ça peut être un diagnostic différentiel principal, c'est la vitamine E par exemple, qui peut être carencée. Ça peut être aussi des vitamines, je crois que c'est B1, B3 et B12 pour des syndromes cérébelleux. Donc voilà. Et puis Wilson, on l'a vu aussi avec Madame de Pierreux. Et l'homocystéinurie, c'est un diagnostic différentiel d'hyperkinésie, comme la maladie de Duchenne et Steinert. Comme je disais, ils sont souvent associés à un alcoolisme fœtal ou un TDAH.
En parlant du TDAH, donc comme vous savez c'est un trépied, en sachant que le trouble de l'attention c'est plus associé aux filles et l'impulsivité et l'hyperkinésie plus chez les garçons. Ça peut être secondaire à toutes ces pathologies-là, comme je disais, souvent associées Duchenne et Steinert, neurofibromatose de type 1 qu'on n'a pas trop vu, l'alcoolisme fœtal et Gilles de la Tourette. Donc la prise en charge, elle va être surtout environnementale, on va dire. On va utiliser le canal oral, on va mettre l'enfant au premier rang en classe, un environnement neutre, donc pas trop de dispersion possible. Un psychologue. Les médicaments, on ne va pas les instaurer avant l'âge de 6 ans. Et s'il est intelligent et qu'il se dégrade, on va peut-être mettre de la Ritaline. Donc voilà. Tourette, donc on a parlé des tics qui sont faciaux et oraux et qui peuvent être plus ou moins contrôlés, et dans 10% des cas on aura de la coprolalie, donc c'est les insultes, et l'image typique qu'on a de Gilles de la Tourette, en fait c'est plus les tics qui vont dominer le tableau en réalité que la coprolalie. Et on évite absolument la Ritaline dans la Tourette puisque ça peut augmenter les tics. Maintenant, l'alcoolisme fœtal, donc il faut savoir que la concentration d'alcool dans le sang de la mère est égale à celle dans le sang du bébé, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de boire quand on est enceinte. Et c'est un trépied aussi qui fait MDR, donc il y a des manifestations neurologiques, waouh, c'est dur, je commence à bégayer, qui peuvent aller du trouble de l'attention jusqu'à la malformation, un dysmorphisme et un retard de croissance pré- et postnatal. Et donc le dysmorphisme, ça va être un effacement du philtrome des lèvres supérieures, où le diagnostic il va servir en fait à la prévention et donc à l'éducation des patients, et enfin plutôt des parents, et éviter la casse-prison pour l'enfant. Les manifestations neurologiques, la malformation, ça peut être par exemple une microcéphalie dont on parlera après. L'autisme, connaître la définition que c'est un trouble de communication verbale et non verbale. Il prenait l'exemple d'aller en Chine. T'es pas autiste parce que tu sais pas parler, c'est juste que tu vas parler avec une communication non verbale, ce que pourra pas faire un autiste par exemple. On n'a pas parlé du hand-flapping aussi, qui est un symptôme précoce de l'autisme. Et les diagnostics différentiels, il y en a quelques-uns ici, mais on va voir d'autres juste en dessous. Pour ce qui est de l'IMC, donc c'est une lésion non progressive congénitale qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que si on a des symptômes qui augmentent ou autres, ça veut dire que ça peut pas être un IMC. Ils peuvent varier parce que l'enfant grandit, mais ils peuvent pas évoluer. Par exemple, si on a un trouble phasique, il peut pas être de plus en plus phasique, c'est pas possible si c'est un IMC. Ça peut être lié à des facteurs de risque prénataux, périnataux ou postnataux, précoces. Et donc on a des cas, par exemple, si c'est un préma et qu'on associe un syndrome de Little, il peut y avoir un intervalle libre, c'est-à-dire que l'enfant peut être bien et puis ensuite il se dégrade. Et puis ça va commencer par une hypotonie axiale et un signe du ciseau quand le médecin porte l'enfant, par exemple. Ses jambes se mettent en ciseau. Après on peut avoir une asphyxie avec le cordon. Donc là c'est un bébé à terme et on aura une tétraparésie spastique avec une hyperintensité au niveau des noyaux gris de la base. Et ça peut être aussi sous forme d'AVC, donc on aura une hémiplégie, et il y aura éventuellement une épilepsie. Donc l'AVC va donner une latéralisation de l'enfant avant 2 ans, ce qui est pathologique, et un pied équin éventuellement, avec la spasticité. Donc la prise en charge, pareil, elle est pluridisciplinaire vu qu'il y a des atteintes de plusieurs organes différents. On peut essayer le baclofène qui marche plus ou moins en fonction des patients. Et voilà, et pour ce qui est des retards mentaux et psychomoteurs, donc en 1 on a la trisomie 21, pas forcément en ordre de fréquence, mais je pense que c'est quand même le cas, la trisomie 21 est plus répandue que les autres derrière. On aura un QI inférieur à 50, des troubles de l'audition, endocriniens, dermatologiques, et donc qui peut causer un syndrome de West secondaire. Et pour le syndrome du X fragile, donc c'est plus souvent chez les hommes, chez les garçons, avec une hyperactivité, donc les diagnostics différentiels. Et le dysmorphisme, c'est que le front sera assez grand, assez large, et les yeux seront écartés, on aura une macrocéphalie. Le syndrome de Rett, cette fois-ci, c'est plus un syndrome de fille, parce que les garçons qui sont porteurs décèdent directement. On a une mutation, un mouvement anormal au niveau des mains,
souvent on n'acquiert pas la marche et c'est éventuellement un syndrome qui peut donner une microcéphalie comme la maladie d'Angelman, qui va donner une ataxie des enfants aphones, éventuellement des épilepsies, et c'est lié à une mutation maternelle. Et enfin la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui donne beaucoup de manifestations cutanées et des calcifications sous-épendymaires au scan. Et en fait, les 4 dernières là, c'est diagnostic différentiel de l'autisme. Donc on a vu au-dessus qu'on a éventuellement le Duchenne, le Duchenne, le Steinert et la surdité, mais on a aussi les 4 qui sont là, donc 3S et 1A, donc syndrome du X fragile, de Rett, de la sclérose tubéreuse de Bourneville et l'Angelman. Pour finir sur ce chapitre, et c'est bientôt fini, je vous promets, les céphalies, donc les microcéphalies, elles peuvent être congénitales ou acquises. Si c'est congénital, sera plutôt génétique. Et si c'est acquis, sera plutôt à cause de l'alcool, d'une infection ACMV, du syndrome de Rett ou de la maladie d'Angelman. Et ça peut être aussi lié à un bébé secoué. On verra comment on peut diagnostiquer ça. Et pour les macrocéphalies, donc ici, si on n'a pas de décrochage de la courbe, ça peut être une pathologie familiale, héréditaire, comme le syndrome du X fragile. Ça peut aussi être une hydrocéphalie communicante si on n'a pas de décrochage de la courbe, mais par contre si c'est non communicant, là on aura un décrochage de la courbe et la macrocéphalie sera plus aiguë, on va dire, et moins insidieuse. Dernier petit chapitre, c'est les urgences. Et donc on a une prise en charge urgente classique pour les convulsions, avec un traitement qui se fait par benzodiazépine, principalement le Valium en intraveineux si on a un accès, et en intrarectal si on n'en a pas. Et si on a un état de mal, on va prendre le patient en charge en réanimation et lui donner du Keppra. Pour ce qui est une petite question QCM éventuellement, les traumas crâniens, s'ils sont inférieurs à 2 ans, c'est souvent à cause de chute. S'ils sont supérieurs à 2 ans, c'est souvent à cause d'accidents de la voie publique. Et ils sont graves si on a une rupture de conscience une perte de conscience supérieure à 5 secondes, des vomissements, des céphalées, et si le Glasgow est inférieur à 9, alors on intube et on ventile le patient. Si on a des convulsions, on met le Keppra comme ici, ou si on a une contusion cérébrale, parce que ça peut être un facteur de risque important de convulsion. Et donc, comme je disais, le bébé secoué, on va le diagnostiquer si on a le trépied aussi, donc une histoire caractéristique de la maladie. Typiquement, on voit que les parents sont potentiellement à même de faire ce genre de choses avec une anamnèse. Ou alors si on a des hématomes sous-duraux d'âge différents, ou une hémorragie rétinienne. Si on a les 3, alors c'est sûr que c'est un bébé secoué. Sinon, il peut y avoir d'autres diagnostics différentiels, mais qui sont assez rares. Et pour les méningites, donc chez les enfants, on a, comme il disait, comme une carte de pizza, la classique, la bâtarde et la chronique. Donc la classique, c'est un peu comme chez l'adulte. On aura plus ou moins un syndrome méningé, avec des signes de méningo-coccémie, éventuelle. Si on a une pétéchie, même s'il n'y en a qu'une seule, donc qui ne disparaît pas à les vitropressions, ça peut être, c'est grave s'il n'y en a même qu'une seule. Et pour les bâtardes, c'est lié à des traumatismes ou sous antibiotiques, et les chroniques, c'est lié à la tuberculose. Les germes mis en cause pour les méningites, donc en fonction de si c'est des nourrissons, ce sera plutôt Strepto B, Escherichia coli ou Listeria, et pour les jeunes, ce sera plutôt pneumocoque, Haemophilus influenza et Neisseria meningitidis. Et pour terminer, des méningoencéphalites, donc c'est plus ou moins les mêmes symptômes que la méningite, sauf qu'on aura des troubles cognitifs et éventuellement focaux. Donc si on a l'HSV1, donc c'est comme l'encéphalite herpétique de l'adulte, on va traiter par acyclovir avec le même dosage, 3 mg par kilo. Les dosages, si j'en retiens quelques-uns, je suis content, mais je ne vais pas les retenir tous, si je peux vous rassurer. Les pathologies méningoencéphaliques auto-immunes, donc ça peut être apparenté à des pathologies psychiatriques, comme par exemple la maladie de Crabbe qui est diagnostiquée tardivement, et ça va se dégrader ensuite, donc pas comme une pathologie psychiatrique, et c'est souvent lié à un neuroblastome, comme l'opsoclonus myoclonus, donc il faut doser les auto-anticorps,
Et ensuite, l'ADEME, je ne vais pas faire l'acronyme en entier, mais en fait, ce que j'ai juste retenu pour cette pathologie-là, c'est que si elle est récidivante, on l'appellera ADEME, ça on s'en fout, mais c'est que ça peut être une sclérose en plaques, et le traitement de cette pathologie-là se fait par corticoïdes. Donc voilà, par cette magnifique transition PowerPoint des années 2000, je vous souhaite un bon courage. Il se peut que j'ai soit dit des conneries dans la vidéo, parce que je dis beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de matière, donc c'est vraiment loin d'être impossible, et je m'en excuse d'avance. Et il se peut aussi que dans mes synthèses, il y ait des conneries, comme par exemple le trépied du syndrome méningé. Donc voilà, je mets les deux en PDF en lien si ça peut vous aider. Et j'espère ne pas vous avoir fait perdre trop de temps et vous être éventuellement rendu un petit peu utile. Voilà, bon courage à tous et à très vite. Salut!